Donc, après avoir parcouru rapidement, trop rapidement certainement, l'histoire et l'évolution de Pompéi à la lumière des recherches archéologiques récentes, nous allons aborder désormais l'étude des productions artisanales à Pompéi. Un long débat agite l'historiographie contemporaine sur le rôle des villes dans l'Antiquité par rapport au rôle que tenaient les villes du Moyen Âge et des temps modernes. Les villes antiques étaient-elles des villes parasites de leur campagne, vivant du travail des agriculteurs, dont les profits étaient transférés en ville sous forme de rente foncière pour y être dépensés en services et biens de consommation, évidemment improductifs, ou bien les villes antiques étaient-elles des villes de production où des activités économiques propres produisaient des richesses indépendantes de la rente foncière. Voilà en quelques mots les termes du débat qui, nous le verrons, est artificiellement forcé. Pompéi s'est trouvé au centre de cette polémique du fait de l'ampleur des dégagements et de l'état de conservation de la ville. Les historiens pensaient pouvoir tout savoir de l'état de l'économie de la ville sous les Flaviens grâce à des vestiges clairs de toutes sortes d'artisanat et à une abondante documentation épigraphique allant des étiquettes peintes sur les amphores aux inscriptions en faveur des candidats aux élections, en passant par les archives des banquiers, tels que Lucius Caecilius Jucundus, dont nous avons parlé tout à l'heure, ou des frères Sulpici, et qui ont laissé des archives trouvées dans un faubourg de Pompéi qui s'appelle Murecine, mais qui ne concerne toutefois pas Pompéi, mais la ville de Pouzol. Mais en fait, ce débat est né à partir de la fin du XIXe siècle. Auparavant, et même souvent après, les fouilleurs, puis les archéologues, ne se sont pas préoccupés des implications de leurs découvertes en termes d'interprétation globale de l'économie. Ils se sont contentés de décrire, rarement avec un soin suffisant, les structures et les peintures qu'ils dégageaient et croyaient comprendre. Ils s'en sont souvent tenus à la reconstitution des techniques employées. Ce n'est qu'après qu'on a commencé à compter le nombre des ateliers, à tenter d'estimer leur production et de cerner leur clientèle. Je vous propose donc de suivre la même démarche prudente en commençant aujourd'hui par une revue générale des artisanats présents dans Pompéi. Le cours du 8 novembre sera consacré aux fouilles de la tannerie que nous avons effectuées entre 2001 et 2010. Le cours du 29 novembre aux résultats récents obtenus sur les artisanats de la métallurgie, du textile et de la poterie. Et ce tour d'horizon nous permettra alors d'aborder les questions d'interprétation qui font une large part à des conceptions théoriques dont il nous faudra mesurer la pertinence et les dérives. Je n'aborderai qu'incidemment les activités artisanales de la ville d'Herculanum, car elles ont fait récemment l'objet d'une synthèse remarquable de Nicolas Montex, intitulée « Les lieux de métier, boutiques et ateliers d'Herculanum » paru à l'École française de Rome en 2010. Et cet ouvrage important vous donnera un état complet et à jour de la question. Avant d'entrer dans l'examen de la documentation disponible, il faut d'abord en rappeler les limites. Si l'état exceptionnel de conservation de la dernière phase de Pompéi et d'Herculanum permet d'identifier quelquefois des artisanats qui laissent peu de traces, tels que l'artisanat de la vannerie, nous voyons ici, ou du textile, il faut garder en mémoire que pour les phases antérieures au tremblement de terre, nous nous trouvons dans la même situation que sur n'importe quel autre site archéologique. Bien souvent, demeurent des incertitudes dans l'identification des installations, souvent mal conservées et partiellement observées. C'est pourquoi, pour les périodes plus anciennes, c'est-à-dire avant le tremblement de terre de 62-63, dominent les témoignages des activités qui laissent des traces pérennes et indubitables,
telles que la poterie ou la métallurgie. Par ailleurs, si l'on croit connaître assez bien les activités économiques de la ville à la veille de l'éruption, car une grande partie du site a été dégagée, on ne peut pas en dire autant des phases antérieures, car les fouilles stratigraphiques n'ont porté que sur certains îlots, faussant ainsi toute comparaison. Il nous est alors impossible de certifier la continuité ou la discontinuité de tel ou tel artisanat ou de telle ou telle activité. Troisième limitation, un certain nombre, probablement fort important, d'installations ne laissent pas ou peu de détritus, ni de vestiges clairs parmi les bâtiments. Dans la région 1, Insula 8, numéro 14, la découverte d'outils, surtout de ciseaux et de couteaux avec des manches en forme d'amour ou de chevaux, a été interprétée récemment par Nicolas Montex comme témoignant d'un atelier de sellier. Je ne suis pas convaincu, au vu des outils eux-mêmes, trop bien décorés pour être vraiment fonctionnels, que cette interprétation soit juste. Mais cet auteur pose correctement la question de tous les ateliers que nous ne savons pas interpréter, bien que nous disposions à Pompéi d'informations exceptionnelles par rapport aux autres sites. Cela tient à ce que la découverte des outils, de la vaisselle et des contenants n'a jamais été enregistrée correctement par des dessins ou par des photos, jusqu'à une époque très récente. Les objets eux-mêmes ont été longtemps dispersés dans les collections royales, dans des cadeaux diplomatiques, puis au musée de Naples, avant d'être conservés à Pompéi même à partir de 1886 et, pour être tout à fait précis, complètement à partir de 1895. Dans ces lieux, une part des objets, parfois importante, a disparu au cours du temps, par des vols, pendant la guerre, où par exemple les bombardements de 1943 ont détruit l'antiquarium de Pompéi, qui vient seulement de réouvrir cette année. Autant dire qu'il est très difficile de réattribuer des objets à un lieu, surtout lorsque la fouille est ancienne, et que les descriptions de l'époque des dégagements sont très lacunaires, imprécises et voire erronées. Un bon exemple est donné par l'atelier de potier de la Porta Ercolano, dont je reparlerai plus loin et dans un cours postérieur. Sur la foi des mentions anciennes de pignatelli ou de pignate et de marmites par les auteurs du XIXe siècle, le site ayant été dégagé en 1838, on a pensé que l'atelier produisait des céramiques culinaires. C'est ainsi que McCallum les présentait encore en 2011 dans son article Pottery Production in Pompeii, donc vraiment très récemment. Or, les fouilles de Laetitia Cavassa et de Bastien Lemaire viennent de montrer que cet atelier produisait en réalité des vases à parois fines, que nous voyons ici. Donc, malgré la qualité de préservation du site, la perte est irrémédiable et une grande partie des vestiges est désormais muette, empêchant toute étude statistique. Une autre limitation tient à ce que certains corps de métier, et non des moindres, tels que les charpentiers, les maçons, les tailleurs de pierre, n'ont pas d'atelier. Ils exercent leur art sur des chantiers mobiles et ces artisans, malgré leur nombre et leur place considérable, échappent le plus souvent à notre perception. Enfin, nous devons prendre en compte, pour étudier l'économie de la ville, nous devons donc prendre en compte son territoire. Une cité, en effet, comprend la ville, sa périphérie et son terroir agricole, et elle joue un rôle central dans l'organisation et l'équipement technique des campagnes, ainsi que dans les échanges. Or, nous connaissons très mal les environs immédiats de Pompéi, ses faubourgs,
car l'achat des terrains intramuros par Murat, lorsqu'il était roi de Naples au cours du Decennio Francese qui s'étend de 1806 à 1815, cet achat des terrains a fixé le cadre des recherches pour les 2 siècles suivants. Au cours du 1er siècle de notre ère, certaines activités économiques, parmi les plus importantes et les plus polluantes, ont dû s'éloigner de la ville tout simplement pour des raisons de coût de l'immobilier. C'est certainement le cas des productions de tuiles, signalées intramuros pour le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui doivent être réalisées dans les domaines agricoles ou les faubourgs de la ville par la suite. Mais c'est probablement aussi le cas des salaisons de poissons, comme nous le verrons, un artisanat très florissant dans la ville entre la seconde moitié du IIe siècle et la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui disparaît ensuite. Les productions locales ont certes été concurrencées par des importations de salaisons espagnoles, mais cette explication ne suffit pas. Il est probable que les productions locales, qui demandent beaucoup d'espace et qui étaient concentrées entre les mains de quelques personnages que l'on peut qualifier d'industriels, tels que Aulus Umbricius Scaurus, ces activités donc ont migré vers le littoral afin de disposer de terrains peu chers, de la proximité de salines et des ressources halieutiques. Un pan entier de la documentation nous échappe donc, et cela vicie irrémédiablement tout discours général sur l'économie de Pompéi, et plus généralement sur l'ensemble des villes antiques, à l'exception de la Gaule et de la Germanie, où les données sur les périphéries commencent à être plus consistantes grâce à la multiplication et à la systématisation des fouilles préventives. En quelque sorte, un changement d'échelle majeur fait que le phénomène échappe à notre vision étroite et nous risquons d'interpréter comme une crise ou un déclin ce qui en réalité est une croissance qui demande de l'espace, c'est-à-dire le transfert des activités économiques du centre de la ville vers l'extérieur. Mutatis mutandis, la perception archéologique peut être autant faussée que lorsque le tonneau a remplacé les dolias et les amphores dans une région donnée. La production de vin et son commerce deviennent alors invisibles pour les archéologues et nous risquons d'interpréter cette disparition, cette invisibilité, comme un déclin, voire une crise, alors que la viticulture continue de se bien porter. Nous garderons donc ces limitations en tête lorsque nous examinerons les théories d'ensemble. Mais pour commencer, nous séparerons l'activité économique de la ville en grandes catégories qui ressortent peu ou prou de l'artisanat. Mais qu'est-ce qu'on entend par artisanat ? Je ne vais pas faire ici l'historique des acceptions plus ou moins étendues proposées par des chercheurs tels que Jean-Pierre Sodini, Jean-Paul Morel, Sara Santoro, Alain Ferdière, Nicolas Montex, pour ne citer que les plus récents francophones qui se sont penchés sur la question. Je m'en tiendrai à une définition large qui inclut toute activité économique non agricole s'exerçant hors du cadre domestique et donnant lieu à rémunération en nature ou en espèces. Cette définition permettra de prendre en compte autant les activités de transformation que les services et la préparation de la nourriture, qui est après tout un artisanat et parfois même une industrie dont nous savons la place considérable qu'elle tient dans l'économie de tous les temps. Nous allons donc diviser ces activités en 4 grands secteurs. Premier secteur, l'artisanat des matières premières, c'est-à-dire les carrières extractives, la production de chaux, l'artisanat de la terre cuite, la verrerie, la métallurgie, la tannerie, le textile, la vannerie, le travail du bois, de l'os et la fabrication des parfums. Deuxième grande catégorie, la deuxième grande catégorie concerne l'artisanat du bâtiment et assimilé, c'est-à-dire les secteurs où l'on met en œuvre les matériaux préparés par la première catégorie. La maçonnerie, la charpenterie, la menuiserie, la peinture, la taille de la pierre et la sculpture.
Une troisième grande catégorie concerne l'artisanat alimentaire qui transforme les produits agricoles en nourriture directement consommable, telles que les meuneries, les boulangeries, les huileries, les fabriques de garum et de salaisons, etc. Et enfin, nous ferons aussi une place à l'artisanat des services, surtout les transports, qui sont évidemment essentiels, mais aussi le nettoyage des vêtements par les foulons, et certainement la prostitution, qui était dans certains cas organisée comme une véritable entreprise. D'un point de vue archéologique, ces artisanats prenaient place dans des ateliers souvent situés en façade des demeures cossues. Ces tabernae cum pergulis combinaient la production, la vente et l'habitation de l'artisan ou du commerçant, les locaux d'habitation étant situés à l'étage, au-dessus de l'atelier ou de la boutique, et on y accédait par un escalier généralement en bois. Lorsque la devanture de la boutique était fermée par des planches, comme nous le voyons ici dans ce moulage d'une boutique de la Via dell'Abbondanza, une porte donnait accès à l'habitation où logeaient les travailleurs, quel que soit leur statut juridique. À ce titre, les boutiques forment plus de 40% des unités d'habitation de la ville. Elles étaient intégrées dans des maisons, nous l'avons vu, dans des bâtiments publics, dans des complexes de boutiques édifiés pour cette destination, comme le marché, la rangée de boutiques devant la porte à Ercolano, ou celles prévues en façade des thermes centraux. Selon Pearson, dans un article paru en 2007 intitulé Shops and Industries, 25% des boutiques sont reliées à des maisons résidentielles et en dépendent, 45% sont intégrées dans des complexes commerciaux ou autres sans leur être reliés et devaient être loués, et 30% sont considérés comme des propriétés indépendantes. Nous commençons donc par l'artisanat des matières premières, qui est celle qui pose le moins de problèmes de définition. Il s'agit de transformer une matière première minérale, végétale ou animale en un produit fini ou semi-fini. Commençons par la pierre. On pense que la pierre à bâtir provient principalement de la région autour de la ville, notamment le travertin calcaire extrait le long du Sarno, que vous voyez ici un exemple, probablement vers Scafati. De même, l'inimbrite campanienne, un tuf volcanique gris dit de Nocera, et le tuf napolitain, qui fut surtout utilisé dans les dernières décennies avant l'éruption. Et nous voyons ici, par exemple, une carte récente dressée par Guillaume Chapelain des gisements de tufs volcaniques qui ont été exploités principalement à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais il y eut aussi des carrières à l'intérieur de la ville à plusieurs époques. Le papamonte, ce tuf volcanique tendre utilisé à l'époque archaïque, était extrait dans les environs immédiats du plateau sur lequel la cité est établie. Au 5e et 4e siècle, des carrières de basalte furent ouvertes sur le plateau, en partant notamment de la voie de Stabi, qui le traversait du sud au nord. La topographie ultérieure en sera notablement modifiée, et notamment parce que la zone du théâtre est probablement une ancienne carrière. On a ici mis l'hypothèse que l'emplacement qui deviendra l'amphithéâtre fut au départ une carrière. Enfin, nous verrons que le propriétaire de l'îlot 1-5 ouvrit une carrière dans sa parcelle tout de suite après le tremblement de terre de 62-63 afin de profiter de la demande accrue en matériaux de construction. Mais il faudrait faire une place aussi à l'importation des marbres que les commandes publiques et privées et le commerce de l'offre ont apporté à Pompéi.
Dans la première catégorie, les commandes publiques, on pense évidemment au temple de la Fortune Auguste, construit par Marcus Tullius ou Auguste, dont le parement et la décoration sont taillés dans du marbre blanc de Luni. Dans la seconde catégorie, c'est-à-dire les utilisations privées, on pense évidemment aux nombreux plaquages de marbres et de pierres colorées exotiques qui décorent les pavements en opus sectilés des pièces de réception et les comptoirs des commerces alimentaires et des débits de boissons. Un autre composant essentiel pour le secteur fondamental du bâtiment est le liant, qui provient le plus souvent d'un mélange de sable local gris-noir avec de la chaux. Et l'absence de calcaire à Pompéi même empêchait de faire cette chaux sur place. La ressource calcaire la plus proche étant les Monte Lattari, qui sont situés au sud de Pompéi, formés de sédiments marins mésozoïques, il est fort probable que la chaux y était préparée, et ceci d'autant plus aisément que les montagnes très boisées offraient le combustible nécessaire. Mais la chaux pouvait aussi venir des montagnes de l'Irpigne et avoir été transportée sur des barques qui descendaient le Sarno jusqu'à Pompéi. Un autre matériau, la terre cuite, était très employé pour la construction, pour la fabrication des conteneurs, des amphores et des jarres, et pour la vaisselle et pour les lampes. Pour une part, notamment les briques et les tuiles, ces matériaux étaient importés. En 1979, Margareta Steinby a étudié la production de la terrizia dans un ouvrage appelé Pompei 79, Pompéi 79, et elle a individué 3 groupes. Un ensemble de tuiles originaires de la région de Rome, un second groupe attribuable à la Campanie en général et aux champs phlegréens en particulier, qui comprend de nombreuses marques de tuiliers. Une large part des tuiles trouvées à Pompéi ont en effet une pâte qui est identique à celle des champs phlegréens, et on doit donc imaginer que cette large part de briques a été importée à Pompéi par bateau. C'était assez facile, évidemment, de les transporter depuis la région située à l'ouest de Naples et principalement depuis le port de Pouzzoles. Enfin, un troisième groupe comprend des productions locales de producteurs tels qu'Azelius, Blasius, Calavius, Istacidus, Pupienus, etc., ainsi que Lucius Eumachus, dont vous voyez ici un timbre, qui produisait à la fois des amphores et des tuiles. La pâte de ces tuiles est très caractéristique car elle inclut des particules noires volcaniques qui permettent de les identifier aisément. Est-ce que vous voyez les petits points noirs dans ces tuiles? Les ateliers de tuiles, de briques, d'amphores et de dolières étaient en fait liés aux domaines agricoles et leur production manufacturière était considérée comme telle et donc parfaitement honorable. Sur ce point, je vous renvoie à l'ouvrage fondamental d'André Tchernien, Les Romains et le commerce, paru à Naples en 2011, et en particulier aux pages 19-21. Nous verrons plus loin que la notion de profit honorable, en fait, était très extensive. Dans certains cas, la conjonction des timbres et des graffitis dans une villa permet d'identifier un propriétaire. Dans une villa de Bosco Reale, c'est-à-dire au nord de Pompéi, on trouve à la fois des graffitis d'esclaves appartenant à Agrippa, le gendre d'Auguste, et 3 tuiles au nom des Pupilii Agrippae Tuberone et Fabio Consule, donc des tuiles qui ont été fabriquées en 11 avant Jésus-Christ. La villa possédée par Marcus Vipsanius Agrippa, qui était donc le général et gendre d'Auguste, serait passée à son fils Agrippa Postumus, puis à l'empereur, et on y a en effet trouvé 2 sceaux au nom d'Eutychus, un esclave puis un affranchi, de Tiberius Julius, c'est-à-dire de Tibère. Un autre cas intéressant est celui des Figlina Ariana, qui appartenait à Popée, épouse de Néron. Comme un dolion de la villa d'Oplontis est marqué Caii Ariani Amphionis, on a pensé que la villa, incluant l'atelier,
appartenait à Popée qu'il aurait acheté à Caius Arrianus Amphio. Mais ces conjonctions sont exceptionnelles. Le plus souvent, les tuiles et les briques sont vendues sur le marché et leur utilisateur n'est pas le producteur. Plusieurs tuiles marquées Pupilii Agrippae ont d'ailleurs été trouvées dans d'autres villes. Certains ateliers fabriquaient des dolias, ces grandes jarres dont la demande était grande dans ce pays de vignobles, car ils servaient de cuve à vin. Plusieurs producteurs locaux sont attestés par des timbres tels que, par exemple, Caius Naevius Vitalis, CIL 4 8042, numéro 81, et nous savons par les sources écrites que ces jarres, difficiles à fabriquer, coûtaient fort cher et qu'il y avait un marché de l'occasion. Aucun de ces ateliers n'a été repéré, à l'exception d'un four du IIIe siècle avant Jésus-Christ dans la région 6, et peut-être d'un grand four que l'on suppose destiné à cuire des briques, des tuiles, voire des dolias, et qui a été repéré hors de la ville. Il a été entrevu à l'occasion de terrassements effectués pour construire le centre commercial Leroy Merlin, situé entre Pompéi et Torre Annunziata. Ce qui pourrait avoir été soit une zone artisanale, soit plus probablement un grand domaine agricole, n'a toutefois pas été fouillé ni documenté, pour des raisons sur lesquelles le magazine italien L'Espresso, daté du 10 janvier 2014, s'interrogeait sans qu'on ait eu de réponse. En revanche, la production de vaisselle et de lampes sur le site même de Pompéi commence à être mieux connue, non seulement pour les dernières années avant l'éruption, mais aussi pour les époques antérieures. Les fouilles effectuées par Paul Archer en 1980-1981, en suivant la mise en place d'un câble électrique destiné à alimenter les bureaux de la surintendance au centre de Pompéi, ont mis au jour des ratés de cuisson de vases à vernis noir et des cales de four qui datent de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le câble électrique alimentait les bureaux qui sont situés là et a été suivi dans tout ce parcours jusqu'au temple de Vénus ici. La fouille de Paul Archer est située à cet endroit et il y a trouvé donc une décharge qui comporte des céramiques à vernis noir surcuites qui prouvent donc qu'il y avait un atelier local. Comme ces fragments étaient jetés dans un remblai de la Via Marina devant la basilique, on ne sait où se trouvait exactement l'atelier. Dans la région 6, un four, donc qui est situé ici, un four sous la Casa dei Fiori, dans la région 6, insula 5, est daté du IIIe siècle avant Jésus-Christ par Filippo Coarelli et Fabrizio Pesandro. Il était associé à des déchets de tuiles et de grands conteneurs. Un autre four a été repéré dans la région 7, insula 15, numéro 9, et il est daté du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il aurait produit de la céramique de table à vernis noir et peut-être des amphores. Toujours selon Pesandro et Coarelli, il me semble toutefois peu probable que les deux productions aient été associées. La fouille pour l'implantation du câble électrique déjà mentionné a aussi permis à Paul Archer de mettre au jour, aux marges est du temple d'Apollon, un remblai comportant des vases à vernis noir, des flacons à parfum, des brûle-parfums, des vases miniatures, des bols mégariens, des vases importés d'Espagne, des amphores rhodiennes et puniques et surtout des milliers de fragments de statuettes votives et leurs moules qui montrent qu'au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, un atelier fonctionnait dans le sanctuaire pour fournir la demande des fidèles. C'est un phénomène bien connu de l'artisanat religieux dans les temples et leurs abords, et nous en avons une illustration une fois de plus. Dans la partie sud de la ville, lors des recherches effectuées par Stephen Ellis dans l'insula 1
de la région 1 au numéro 10, en 2012, un four de potier a été mis au jour. Il s'agit d'un four circulaire, alandier et chambre de chauffe, dont la sole était soutenue par un pilier central. Selon le fouilleur, il aurait été construit vers le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ et aurait fonctionné jusqu'au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette chronologie me paraît bien longue pour un four qui subit de nombreuses contraintes thermiques et doit être souvent réparé. La seule certitude est qu'il a servi à cuire des gobelets à parois fines de type Marabini III et Marabini IV qui sont datés au plus haut dans le troisième quart du IIe siècle avant Jésus-Christ. Une datation dans la seconde moitié du IIe siècle me paraît donc plus probable et une durée d'utilisation d'un demi-siècle plus vraisemblable. Dans la même zone, un autre four nettement postérieur a été découvert dans la maison 152 daté de la première moitié du 1er siècle de notre ère. Il produisait notamment des marmites destinées à la cuisson des mets. Enfin, 2 ateliers étaient en fonction au moment de l'éruption. Le premier est situé dans la région 1, dans l'insula 20, au numéro 3, à 50 mètres de la Porta Nocera, que vous voyez ici. Il a été dégagé en 1959 et les fouilles ont été complétées en 1979. L'atelier, qui mesure environ 11 mètres par 9, comporte 4 pièces, incluant 2 fours et un bassin de décantation d'argile. Vous voyez ici les 2 fours. On connaît sa production au moment de l'éruption du Vésuve, car le four 1, que nous voyons ici, contenait en effet 24 moules de lampes, dont un à 2 becs, et le four 2, une pile de 61 lampes et 123 petits pots cylindriques interprétés comme des godets pour lancer les dés. En fait, il est probable que cet atelier produisait d'autres formes de vases. Les fouilles conduites ce mois-ci, à la fin septembre et au début octobre 2016, par Laetitia Cavassa et Bastien Lemaire, apportent de nouveaux éléments. Ils ont en effet dégagé un tour de potier qui assure donc que l'on produisait des vases tournés à côté des lampes, et ils ont trouvé un nouveau four, probablement destiné à d'autres types de production, et notamment des vases tournés. Le second atelier, qui fonctionnait au moment de l'éruption du Vésuve, est situé à l'extrémité d'une rangée de boutiques localisée devant la villa aux colonnes de mosaïque dans la nécropole de la Porta Ercolano. Vous voyez sur cette photo aérienne, la Porta Ercolano est ici, ce qu'on appelle la Via dei Sepolcri, qui traverse la nécropole, la villa aux colonnes de mosaïque, et devant se trouve une rangée de boutiques précédées d'un portique. Les recherches effectuées dans le cadre d'un programme conduit par Sandra Zanella, Laetitia Cavassa, Nicolas Lobry et Nicolas Montex à partir de 2014 ont daté la construction de ce portique et de ces boutiques des lendemains de tremblements de terre de 62-63. L'atelier de potier occupait 4 pièces, ici, qui furent dégagées en 1838. Tout ce qu'on en savait, je vous l'ai dit tout à l'heure, se résumait à 2 informations. 2 fours avaient été mis au jour et de nombreux vases appelés pignatini que l'on interprétait comme des poêlons en céramique commune. Les nouvelles fouilles de Laetitia Cavassa et Bastien Lemaire ont clarifié à la fois la chronologie, la disposition interne des lieux, la chaîne opératoire et la nature de la production. Je ne m'étends pas car je reviendrai en détail sur les résultats de ces fouilles qui sont encore en cours d'exploitation dans le prochain cours. Il suffit de rappeler aujourd'hui que la seule production attestée par la découverte de vases encore crus trouvés dans les lapillis de l'éruption est celle des gobelets à parois fines qui, du fait de leur bas prix, trouvaient encore une clientèle malgré la diffusion grandissante des vases en verre.
Parmi les arts du feu, en effet, celui de la verrerie devient, au 1er siècle de notre ère, très important. En effet, on a su très tôt utiliser la pâte de verre pour réaliser des récipients moulés, que ce soit des flacons à parfum de luxe, des bols et des coupes, voire des pyxines. Mais encore à l'époque hellénistique, il s'agissait de produits de luxe que l'on trouve dans les tombes aristocratiques, comme par exemple la fameuse tombe des ors de Canos, datée du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'innovation technique que représenta l'invention du verre soufflé, probablement en Syrie au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, et la production en masse de verre brut en Syrie et en Égypte à partir du début de l'Empire romain, créèrent les conditions d'une production de masse. La forte demande existant en Italie dans la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ a entraîné, d'une part, des importations de verreries orientales et surtout l'émigration volontaire ou forcée, selon que ces artisans étaient libres ou esclaves, de verriers de la région de Sidon qui s'implantèrent en Italie. Là, sous la pression de la demande, ils perfectionnèrent leur art et créèrent de nombreuses formes nouvelles et des décors multicolores. Les verriers fabriquaient aussi bien des vases à boire que des coupes, des assiettes, des bouteilles, des urnes destinées notamment à recueillir les cendres mortuaires et des quantités considérables de flacons à parfum qui supplantent les conteneurs en céramique au cours du premier quart du 1er siècle après Jésus-Christ. Dès avant la fin du 1er siècle, avant notre ère, Strabon, au livre 16, paragraphe 2, 25, déclarait à Rome, il s'invente chaque jour de nouvelles compositions, de nouveaux procédés pour colorer le verre et pour simplifier la fabrication. Et l'on est parvenu ainsi à obtenir une imitation de cristal tellement bon marché qu'un verre à boire avec sa soucoupe ne coûte pas plus qu'une pièce de cuivre. Voilà donc une invention qui s'est répandue très vite, car diffusant une production significativement meilleure pour un coût acceptable, et cette invention a changé totalement les habitudes de consommation, surtout dans le domaine du vin et des parfums. Au moment de l'éruption du Vésuve, la verrerie était un produit de consommation courante, très largement fabriqué. Les derniers niveaux de Pompéi ont livré des milliers de vases. La publication récente de Lucius Catozza, l'Instrumentum Vitreum di Pompei, paru à Rome en 2012, a compté plus de 2000 vases uniquement dans les dépôts de Pompéi, faisant abstraction des verres conservés au Museo Archeologico Nazionale de Naples et de très nombreux verres cassés, dispersés ou perdus depuis le début des fouilles. À cela s'ajoutent les vitres, très utilisées dans les thermes. Nous avons vu que les thermes suburbains en comportaient et que les thermes centraux en construction en 79 avaient été conçus pour recevoir de grandes baies vitrées orientées vers l'ouest. Or, nous connaissons bien désormais la structure de production et du commerce du verre au 1er siècle de notre ère. Le verre brut, obtenu avec du sable fondu autour de 1100 degrés en présence d'un fondant tel que le natron, était fabriqué en grande quantité en Syro-Palestine, et je vous renvoie à Pline, Histoire naturelle, livre 36, paragraphe 194, et en Égypte, où Strabon nous rappelle sa production. De ces régions, il était exporté en lingots par bateau vers les cités portuaires. Ces dernières les redistribuaient dans chaque agglomération qui, dès le 1er siècle de notre ère, avait des ateliers de verriers. Par exemple, dans la colonie romaine d'Avanches, située sur le plateau suisse, 4 fours sont datés entre 40 et 70 après Jésus-Christ. Les artisans réalisaient des vases par soufflage dans de petits fours d'environ 0,50 mètres, enfin 50 cm de diamètre à l'intérieur. Une lampe à huile trouvée à Asseria en Dalmatie montre un verrier
au travail devant un four à une seule ouverture, mais il n'est pas exclu que des fours aient eu plusieurs ouvertures pour permettre à plusieurs verriers de prendre le verre en fusion et de le souffler en même temps. Pompéi devait donc compter plusieurs verriers qui approvisionnaient la ville et sa campagne. Mais jusqu'à présent, aucun atelier n'a été découvert. Tout au plus, a-t-on trouvé, dans l'insula occidentalis de la région 7, un bloc de verre brut qui assure l'importation des lingots destinés à être refondus. Et dans la maison de 8, au numéro 8 de l'insula 8 de la région 1, une panse d'amphore Dressel II 4 remplie de tessons, de gobelets de verre, ce que l'on appelle le cassin en termes techniques. Une telle découverte montre, s'il en était besoin, qu'il existait un marché de la récupération du verre, comme de tous les autres matériaux recyclables, dans une économie marquée par la pénurie. Les ateliers de verriers devaient donc être localisés ailleurs que dans le centre-ville, probablement dans les faubourgs, où le prix de l'immobilier était plus favorable et l'approvisionnement en combustible plus facile que dans la ville intramuros. On a pu penser que le four de la boutique 13 du complexe situé en façade de la villa aux colonnes mosaïques, dans la nécropole de la Porte à Ercolane, cette même série de boutiques où se trouvait l'atelier de potier dont je viens de parler, on a pu penser donc que cette boutique 13 comportait un four de verrier. En effet, il comporte 6 ouvertures latérales faites de colle d'amphore qui auraient pu, à la rigueur, malgré leur étroitesse, convenir pour la fabrication de petits objets tels que les flacons à parfum, si nécessaires pour les cérémonies funéraires. Mais cette option vient d'être exclue par la fouille réalisée en 2015 par Sandra Zanella et Nicolas Montex. Ils n'ont en effet mis au jour aucune de ces gouttes de verre fondues qui sont les déchets obligatoires d'une telle activité. En revanche, on connaît quelques boutiques de Pompéi et d'Herculanum qui vendaient de la vaisselle en verre à côté des céramiques. À Pompéi, elles étaient concentrées autour du forum et furent malheureusement dégagées sans aucun soin à partir de 1818. Une boutique de vente de céramique sur le côté occidental du marché contenait des lampes et des jarres à huile. Sur le côté nord du Macellum, un autre commerce vendait des lampes et dans la même rue qui mène au Temple de la Fortune, une boutique a livré 670 caraffinettes, nous disent les journaux de fouilles de l'époque, et d'autres flacons de diverses grandeurs. Vu la particularité et l'abondance de ces petits flacons, ce pourrait être en fait une parfumerie plutôt qu'un vendeur de verrerie, comme le suggère une peinture de la maison des Vettii, où vous voyez derrière le parfumeur une armoire qui est remplie de ces flacons de parfum en verre. À Herculanum, une boutique partiellement fouillée sur le Decumanus Maximus en 1961 a livré 63 objets, dont 46 en verre, une partie étant encore dans une caisse qui n'avait pas été déballée. En résumé, cet artisanat local de la verrerie, qui était en pleine croissance sous les Flaviens, n'a pas laissé à Pompéi de traces autres que les produits finis, soit en vente dans les boutiques, soit en usage chez les particuliers. C'est une leçon qu'il conviendrait de retenir lorsque nous interprétons l'ensemble de l'économie. Venons-en maintenant à un secteur qui laisse des traces indubitables, celui de la métallurgie. Il n'y a bien sûr pas d'atelier de fusion des minerais de cuivre ou de plomb ou de réduction du fer à Pompéi. Ces activités demandaient beaucoup de combustible et mettaient en œuvre des quantités importantes de minerais. Elles étaient donc réalisées à l'extérieur des villes, au plus près des gisements eux-mêmes. On trouve donc à Pompéi uniquement des ateliers secondaires qui transformaient
des produits semi-finis en objets tels que clous, outils, statuettes, récipients en alliage cuivreux ou en plomb, tuyauterie, etc. Le travail des métallurgistes portait sur 3 métaux principalement, le fer, le plomb et les alliages cuivreux dont le bronze. Le travail de l'or et de l'argent par des orfèvres et des bijoutiers n'est guère connu que par des inscriptions qui les mentionnent d'ailleurs rarement. On en a 2 exemples au CIL 4, numéro 710 et 8505. Ou bien par des peintures comme celle de la maison des Vettii, mais on ne connaît pas leurs ateliers eux-mêmes, probablement situés vers le Féroum et certainement non reconnus lors des dégagements anciens du début du XIXe siècle. Les ateliers de métallurgistes, notamment les forges pour le fer, étaient dans le centre de Pompéi de petite taille et répartis dans plusieurs quartiers de la ville, car ils répondaient à des besoins locaux, soit des habitants des quartiers, soit des agriculteurs venus des campagnes environnantes. Des ateliers plus importants existaient hors les murs, mais sont mal connus. Nous savons qu'il en existait un très important au nord de la Porta Vesuvio, dans ce qu'on appelle le Fondo Barbatelle. Je ne développe pas cette question aujourd'hui car j'y reviendrai en détail le 29 novembre en présentant nos fouilles de ces installations. Un autre matériau essentiel est la peau. La peau des animaux abattus pour leur viande et à l'occasion des sacrifices a toujours été d'une grande importance car le cuir, plus ou moins bien tanné selon les périodes, avait des usages multiples encore plus larges qu'aujourd'hui. On l'utilisait en effet non seulement pour les chaussures et les vêtements, mais aussi pour l'armement défensif et pour les machines de guerre. On l'utilisait également pour le harnachement, les chariots, les câbles et les conteneurs de vin et d'huile. Par exemple, des outres en peau de chèvre et de grands conteneurs en peau de bœuf. La ville comptait des bourreliers et des cordonniers, tels que Marcus Nonius Campanus, qui tenait une taberna sutoria à l'angle de la Via degli Augustali. La demande en cuir était donc très grande, notamment de la part des ruraux, et on ne s'étonne pas que Pompéi ait eu plusieurs tanneries. Ce qui est étonnant, à contrario, c'est qu'on connaisse si peu de tanneries en dehors de Pompéi, alors qu'elles étaient certainement très nombreuses. Mais c'est une question, là aussi, que nous examinerons plus tard et dans le prochain cours qui sera spécialement consacré à la tannerie que Martine Le Guillot et moi-même avons fouillée entre 2001 et 2010. Venons-en rapidement au textile, dont la filière est fondamentale en ce sens qu'elle produit des vêtements nécessaires à la vie de tous les jours. Nous savons que cette filière textile fut le premier moteur de la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Or, c'est un artisanat difficile à identifier car le textile est périssable. Je vous ai mis ici l'exemple d'une tunique que j'ai trouvée dans les fouilles d'un fort romain en Égypte, où les conditions de conservation permettent de retrouver des vêtements, mais c'est un cas tout à fait exceptionnel. Donc le textile est périssable et les instruments utilisés pour le tissage sont principalement en bois et ne se conservent pas. Certes, certains métiers à tisser étaient équipés de pesants de céramique ou de plomb pour tendre les fils, mais c'est seulement un type de métier à tisser qui comporte ce type de vestiges. Le plus souvent, à l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons affaire à des métiers à 2 barres et qui ne laissent absolument aucune trace. Pour restituer donc les procédés et l'activité économique, il faut observer les structures en amont et en aval du tissage. Dans le cas de la laine, 3 étapes sont nécessaires de part et d'autre: le lavage et le dégraissage des toisons de mouton, le filage et la teinture du fil,
afin qu'on puisse ensuite utiliser les fils de diverses couleurs pour tisser des vêtements décorés. Des ateliers de lavage de la laine brute ont été décelés à Pompéi, même si leur interprétation a été contestée. La fabrication du fil elle-même était omniprésente dans les foyers et ne demandait pas d'installation particulière, tout au plus des outils, des instruments tels que des fuseaux, dont on retrouve parfois la trace sous la forme de fusailloles en terre cuite ou en os. En revanche, la teinture des fibres requiert des chaudières, des produits chimiques et un savoir-faire dont seuls des artisans spécialisés disposaient. Les dernières étapes de la fabrication des vêtements, le foulage et la finition pour la vente, prenaient place dans des fouleries que Micoflore a étudiées récemment, arrivant à la conclusion que ces ateliers étaient principalement consacrés à une activité de service, c'est-à-dire le nettoyage et la remise à neuf des vêtements déjà portés, et seulement secondairement à la finition des habits neufs. Dans un prochain cours, j'examinerai donc en détail l'archéologie de la filière textile qui a été éclairée par les travaux récents de Philippe Borgard. Il suffit pour l'instant de rappeler que ce secteur de production est au cœur d'une polémique sur le rôle économique de Pompéi en tant que ville productrice ou en tant que ville de consommation, et j'y reviendrai donc à plusieurs reprises. Un autre artisanat difficile à déceler dans des conditions normales et pourtant essentiel pour le monde agricole est celui de la vannerie. Là encore, les usages étaient multiples. Paniers et corbeilles, bien sûr, mais aussi meubles, tels que des fauteuils. Vous avez ici un exemple d'un fauteuil à nosier sur une sculpture conservée au musée de Cologne, en Allemagne, des caisses de char, des clés pour sécher les fruits, notamment les figues, des cribles à farine, des vents pour vanner le grain, des faisselles pour les fromages, des scourtins pour les pressoirs à huile, etc. La liste est longue et je vous renvoie à la somme écrite par Magali Culin-Mingo, La vannerie de l'Antiquité romaine, les ateliers de Vanier et les vanneries de Pompéi, Herculanum et Oplantis, paru à Naples en 2010. Et notamment à la troisième partie de son ouvrage consacré aux objets en vannerie, dont la nomenclature latine est illustrée et discutée grâce à l'iconographie et aux découvertes archéologiques faites dans les villes du Vésuve. Le travail des tegetari, voici un exemple d'un panier, par exemple, sur une peinture de la Villa d'Oplantis et de sa reconstitution moderne. Le travail des tegetari, fabricants de nattes, a été éclairé par les fouilles de la maison de la région 1, insula 14, numéro 2. Ce secteur de la ville commença à être dégagé en 1954, non dans un but scientifique, mais dans le but de récupérer des lapillis, c'est-à-dire les pierres ponces, pour effectuer des travaux publics. À cette époque, le jardin fut sommairement déblayé, puis en 1958, la partie sud de la maison, c'est-à-dire cette partie-là. Le dégagement de la partie nord fut complété en 1992, mais n'a pas fait l'objet d'un rapport détaillé. Les fouilleurs de l'époque, De Simone et Salvatore Cironapo, ont identifié l'atelier grâce à l'existence d'un long bassin de rouissage et à des accumulations de végétaux carbonisés qu'ils ont laissés en place. Le bassin se voit en partie ici. Magali Mingo a repris la fouille en 2003-2005 en donnant une publication claire et complète. Nous savons grâce à elle que l'atelier fut installé dans une maison dont la façade en grand appareil de calcaire remonte probablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La maison fut largement remaniée à la fin du IIe siècle lorsqu'on construisit un atrium et un eucus à décor d'Opus Signinum,
incrustée de tesselles de mosaïque. Après le tremblement de terre de 62-63, la demeure fut restaurée et un décor du IVe style fut exécuté dans l'atrium et dans l'œcus, que nous voyons ici. C'est donc dans les dernières années précédant l'éruption que cette maison fut probablement achetée plutôt que louée par un vannier. Ce dernier utilisa les anciennes pièces d'apparat et la cuisine pour stocker les végétaux, et il fit bâtir un long bassin pour les faire tremper. Alors, nous voyons ici l'ancien œcus, le portique, le long bassin qu'il fit construire, et il utilisa donc tout ce secteur pour stocker les végétaux que l'on voit représentés ici, et tels qu'ils étaient en 1992 au moment des premiers dégagements. Vous voyez ici le long bassin qui est évidemment parfaitement adapté pour faire tremper les végétaux que le vannier utilisait. Il travaillait donc dans l'œcus et sous l'ancien portique adjacent au bassin. Il y fabriquait des nattes en chaume de graminées tendues sur des cadres de bois de saule et de sapin. L'artisan habitait à l'étage où il avait fait construire, en même temps que le bassin, un escalier pour y accéder. Vous voyez, l'escalier est ici et permettait donc d'accéder à l'étage. En 1979, la partie sud de la maison était en mauvais état, l'atrium était devenu une entrée, peut-être un magasin. En 1958, on y mit en effet au jour une pile de nattes prête à la vente. La découverte de matériaux de construction stockés dans les pièces autour de l'atrium montre que l'artisan prévoyait d'effectuer de nouveaux travaux afin de la rendre habitable. La vannerie pourrait donc lui avoir procuré des revenus certes modestes, mais suffisants pour envisager ces travaux. Un autre artisanat omniprésent est encore plus difficilement observable, c'est celui du bois. Les scieurs de long, c'est-à-dire ceux qui débitent les planches, comme l'on voit ici, sont connus seulement par une peinture représentant une procession religieuse. On entrevoit les menuisiers fabriquant des huisseries et des meubles derrière leur réalisation conservée à Herculanum, où des meubles ont été préservés par carbonisation. Et à Pompéi même, où il est parfois possible de mouler les meubles, car vous savez que lorsqu'on fait les dégagements dans les cendres volcaniques et que l'on trouve une ouverture, un trou dans les cendres, on coule du plâtre ou de la résine de façon à effectuer un moulage, et après les dégagements, on se trouve en face soit d'une porte, soit d'un meuble, soit d'un corps dont la disparition a laissé un creux à l'intérieur de la couche de cendre. Enfin, les ébénistes pourraient être aussi décelés par des déchets de taille des ossements qu'ils utilisaient pour des incrustations dans les meubles. Autant dire peu de choses. On ne connaît pas une seule menuiserie qui pourtant serait détectable par des déchets de taille d'os, mais aussi par des outils spécifiques, notamment des scies et des rabots. Il aurait donc été possible de déceler ces menuiseries par une meilleure attention apportée aux outils en fer qui ont souvent été dédaignés. Dans la Casa del Fabbro, dans la région 1, Insula 10, numéro 7, la découverte dans le péristyle et dans les pièces ouvrant sur lui, c'est-à-dire dans toute cette zone qui est ici, d'outils en fer tels que compas, forêts, limes et scies, ainsi que nous voyons ici, ainsi que des ébauches et des déchets de fabrication de pièces décoratives en os, a permis à Nicolas Montex d'identifier la présence d'une équipe d'ébénistes au moment de l'éruption. Certaines pièces auraient été consacrées au tournage des os, notamment pour réaliser des charnières de meubles que nous voyons sur la diapositive. Mais cette interprétation
a été rendu possible uniquement parce que le dégagement de la Caja del Fabbro est relativement récente, en 1933, et assez bien documenté par quelques photographies. On remarquera toutefois qu'une partie des objets, notamment tous ces objets en fer, ont disparu depuis, victimes de la corrosion, car ils n'ont pas été traités. Au vu des vestiges retrouvés, on comprend que les fouilles anciennes aient totalement ignoré les traces des artisanats du bois, et il faut donc admettre que nous avons perdu toute chance d'en mesurer la place. Venons-en, pour finir ce cours d'aujourd'hui, à l'artisanat des parfums sur lequel je serai bref, car j'y ai consacré une série de cours en 2012-2013 et que je viens de publier avec Xavier Fernandez, un livre intitulé Parfums antiques de l'archéologue au chimiste, paru à Milan en 2015, et dans lequel vous trouverez tous les détails si vous le souhaitez. Sans rappeler ici les usages multiples des parfums, vecteurs de séduction, médicaments, intermédiaires entre les hommes et les dieux, substances indispensables pour les funérailles, je résume ce que l'on sait de l'industrie du parfum à Pompéi. Tout un savoir-faire séculaire, remontant aux Grecs et aux Étrusques, fut renouvelé au cours des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ par l'arrivée de spécialistes orientaux. Comme la Campanie, par ses huiles fines, par ses cultures de roses et par ses importations de résines orientales disposées d'abondantes matières premières, tous les paramètres étaient en place pour favoriser l'essor d'une industrie locale portée par la demande de l'élite urbaine. Les premières boutiques de parfumeurs devaient être situées sur le Forum, à partir du IIe siècle au moins. Ces boutiques, dégagées par Amedeo Maiuri, ont été fouillées en 1935. Elles comportaient des cuves, certaines avec une amphore utilisée comme cuvette de puisage. Plutôt que des fouleries, Maiuri pensait à des commerces alimentaires où l'on aurait stocké des grains ou des légumineuses. C'est irréaliste, car on stocke les grains et les légumineuses dans des sacs et non dans des cuves, et les commerces alimentaires se trouvaient alors dans le marché couvert qui est situé au nord-est du Forum. Il est éminemment regrettable que le mobilier trouvé à cette occasion ne soit pas décrit. Les recherches liées à la pose du câble électrique dont j'ai parlé déjà plusieurs fois le long du Forum ont en effet mis au jour, entre autres, des ungüentaria, c'est-à-dire des grands flacons, flacons à parfum de grande taille, qui indiquent que c'est sur le Forum que se trouvaient les parfumeurs avant qu'ils ne soient déplacés dans le dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ dans la Via des Augustali. Certaines cuves donc dégagées par Amedeo Maiuri pourraient avoir servi à la décantation des huiles utilisées pour les parfums, mais en l'absence d'analyse, on ne peut rien affirmer. Ces cuves ont tout aussi bien pu servir pour saler des poissons, ce qui évidemment n'a pas la même odeur. Vers la fin du siècle, ou au début du 1er siècle après Jésus-Christ, vers la fin du IIe siècle ou au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc, une partie des parfumeurs s'établit dans la Via des Augustali au nord du marché, et ils se multiplièrent à partir du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le tremblement de terre de 62-63 entraîna l'abandon de certaines boutiques, mais des ateliers tels que celui situé en 7-4-24, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la reconstruction rapide des boutiques après le tremblement de terre, donc situé ici, ces ateliers furent rapidement reconstruits et prospérèrent jusqu'à l'éruption. Les parfumeurs étaient en prise avec les innovations techniques. Les reconstructions
après le tremblement de terre, fournirent l'opportunité d'équiper les ateliers avec des presses à vis centrales qui avaient été alors récemment inventées. Lors des fouilles franco-espagnoles que nous avons conduites en 2011-2013, nous avons pu mettre au jour dans les boutiques qui longent la Via degli Augustali des niveaux de parfumerie qui sont donc très nettement antérieurs à l'éruption du Vésuve, puisque des fosses remplies de flacons à parfum, celles-ci en contenaient plus d'une centaine, sont datables du tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ, et nous suivons cet artisanat jusqu'au moment de l'éruption du Vésuve, et notamment après le tremblement de terre, où, comme je vous l'ai dit, cette boutique, qui était déjà une parfumerie avant le tremblement de terre, est reconstruite immédiatement après, probablement en 65, et dotée alors d'un pressoir à vis, d'une technologie qui était à cette époque-là extrêmement récente. Plusieurs parfumeurs du 1er siècle de notre ère sont connus par des inscriptions et une affiche. Là, ici, vous voyez une photo d'une peinture de la Casa dei Cervi qui me présente la fabrication de l'huile à parfum et l'enfleurage de l'huile à parfum sur un petit fourneau. Et donc, plusieurs de ces parfumeurs qui sont connus par des inscriptions, nous les connaissons par leur nom, et nous connaissons aussi leur activité politique, si l'on peut dire, par une affiche qui était peinte à l'entrée de la Via degli Augustali, qui montre qu'ils prennent collectivement part à la propagande électorale en faveur de certains candidats à l'édilité, dont un certain Modestus. Donc tout cela nous permet de certifier qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, tout le secteur situé au nord du Forum, le long de la Via degli Augustali et peut-être près des thermes du Forum, était occupé par des parfumeurs qui fabriquaient leurs parfums devant leur clientèle et évidemment le vendent. Il nous restera à voir, lors d'une prochaine séance, l'artisanat du bâtiment et les artisanats des services, c'est-à-dire les transports, etc., ainsi que l'artisanat des produits alimentaires, c'est-à-dire les boulangeries, les salaisons, ainsi de suite. Je vous donne donc rendez-vous, non pas la semaine prochaine où nous aurons un séminaire consacré à l'artisanat urbain, non pas à Pompéi, mais dans les villes d'Afrique du Nord à l'époque romaine, mais le 9 novembre, je crois, pour la suite de ce cours qui, comme je vous l'ai dit, se déroule à épisodes. Merci.